Salut internet, c'est Sois le bienvenu chez Doc7, motherfucker. Et puis zut, hein. Sois le bienvenu aussi chez moi. Car oui, si tu vas faire un tour sur ma chaîne, tu vas être transcendé mon gars. Je te présente des mecs et des nanas qui ont bouleversé notre monde sous forme de portraits, avec un humour qui mélange licorne, calembour et abdos fessiers. Annonce non contractuelle. Enfin bref, la recette du bonheur frère. Bon maintenant, place à Mr. Doc7. On dirait un nom de rappeur US un peu. C'est stylé. Ce salut internet de taré. Merci mec, je reparle de toi à la fin de la vidéo. Aujourd'hui on va parler informatique les amis. On est d'accord, hein, l'informatique ça a révolutionné notre quotidien, mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que parfois un simple bug peut avoir des conséquences graves, vraiment très graves. Pour commencer ce classement, on part aux États-Unis. C'est là-bas qu'est basée l'entreprise AT&T. AT&T, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus grand opérateur américain de télécommunications. C'est le France Télécom des States quoi. Et vu leur monopole, autant vous dire qu'une simple panne chez eux, c'est le bordel direct. Et justement, en 90, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 15 janvier 90, en début d'après-midi, tout va bien sur le réseau et aucun problème n'est à signaler. Et puis d'un coup, à New York, le réseau s'emballe et cesse de fonctionner. Bon, pour bien comprendre le problème qui va suivre, il faut d'abord comprendre comment tout ce réseau il marche. Alors en gros, hein, à l'époque, il y avait des espèces de bâtiments relais, éparpillés un peu partout dans le pays. Il y en avait exactement 114. Quand un appel était passé, il transitait par son relais le plus proche qui le transférait au relais du destinataire. Et puis quand pour X raison un de ces relais tombait en panne, il envoyait automatiquement un message aux autres relais proches de lui en mode bon les gars, je fonctionne moyen là, ok, je vous transfère mes appels. Sauf que ce jour-là, le relais de New York il bug. Et au lieu d'envoyer ce message aux autres relais, il leur fait croire que eux aussi sont en panne. Et bim, hein, l'effet domino, ces relais envoient le même message corrompu aux autres relais et en quelques minutes, il n'y a plus aucun relais qui fonctionne aux États-Unis. Tout ça à cause d'une ligne de code foireuse insérée quelques jours avant pendant une mise à jour du réseau. L'incident il a quand même duré 9 heures et pour l'époque c'était vraiment la merde. Bah ouais, il y avait ni internet ni téléphone portable, t'imagines? Tu peux pas appeler les secours s'il y a un accident, tu peux pas réserver un billet d'avion. Enfin bon, on estime que plus de 50 millions d'appels n'ont pas pu être passés et la compagnie aurait perdu au moins 60 millions de dollars en 9 heures. Ah, les plateformes pétrolières, ces bijoux de technologie utilisés à des fins tout à fait écologiques. Bref, voici le complexe de Sleipner, qui se trouve en pleine mer du Nord, à mi-chemin entre le Royaume-Uni et la Norvège. Et parmi ce complexe, ce truc-là, c'est Sleipner A2. Pourquoi A2? Parce que la plateforme originale, qui s'appelait juste A, elle est pépère au fond de la mer du Nord depuis 1991. Pendant sa construction, ses fondations se sont écroulées et l'incident a même provoqué un séisme de magnitude 3 sur l'échelle de Richter. Et tout ça à cause d'un bug informatique. Bon, comme à chaque fois dans ce classement, expliquer concrètement le bug, c'est méga technique, hein, et même moi j'ai du mal à tout piger. Mais en gros, les ingénieurs en 91, pendant la construction, pour les aider, ils utilisaient des logiciels de modélisation qui faisaient d'énormes calculs à leur place. Ces trucs-là, c'est méga fiable de ouf, hein, t'imagines, il y a une seule erreur dans ton logiciel et tu risques de tout casser. Et ben voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Le logiciel leur a dit que l'épaisseur des fondations devait être de tant, et c'était pas assez épais. Et quand ils ont voulu immerger la structure, c'est tout simplement disloqué. Voilà, 700 millions de dollars au fond de l'océan parce que le logiciel de modélisation a eu un bug. Sympa. Californie, début 2010. Le gouvernement de l'État veut réduire drastiquement le nombre de détenus dans ses prisons. Il y en a trop et ils en veulent 33 000 en moins. Du coup, des mesures sont prises et un programme est lancé. En gros, un logiciel informatique sélectionne les prisonniers les moins à risque pour ce programme. Ils pourront sortir de prison sans avoir besoin de retourner souvent voir un officier de justice. Bon, bien évidemment, c'est seulement les prisonniers les moins à risque et les plus soft qui ont droit à ce traitement de faveur. Ça paraît évident. Ouais, mais quand un bug nique le logiciel, il n'y a plus trop de logique qui tienne. En gros, ce logiciel, il prenait pas en compte les casiers judiciaires, mais uniquement les fiches d'arrestation et de condamnation. Bon, pourquoi pas, ça revient au même en fait. Mais non, on estime que près de la moitié de ces fiches sont incomplètes en Californie et parfois il manque des éléments très importants. C'est comme ça que les autorités ont estimé qu'un an plus tard, environ 450 détenus très dangereux, on parle de meurtriers, de violeurs, enfin bon, des méchants bonhommes,
eh ben, ils ont été libérés par système pépère. Ils estiment aussi qu'environ 1000 détenus condamnés pour trafic de drogue ont aussi bénéficié du même programme. Et le pire dans cette histoire, les autorités ont déclaré qu'il leur était impossible légalement de réemprisonner ces prisonniers, qui se baladent donc maintenant tranquillement dans la nature. Ah, Ariane 5, la seule chose pour laquelle ma douce Guyane est connue sur le plan international, et même national en fait. Ariane 5, c'est la fusée européenne. C'est elle qui envoie des satellites dans le ciel depuis la ville de Kourou. D'ailleurs, petit aparté, si vous vous demandez pourquoi on envoie les fusées depuis la Guyane, c'est tout simplement parce que c'est très proche de l'équateur. Donc grâce à la force centrifuge de la Terre, ça demande beaucoup moins de carburant que si on l'envoyait depuis Paris. Et le carburant, mon gars, ça coûte un petit peu cher. Bon, et puis accessoirement, si le délire explose en vol, il y a juste l'océan Atlantique à côté, donc niveau risque, ça va, c'est tranquille. Bref, on est donc le 4 juin 1996 à 9h35 du matin. Il fait pas très beau et d'ailleurs le lancement a déjà été repoussé d'une bonne heure à cause des conditions météo. Et c'est pas n'importe quel lancement, c'est le tout premier d'Ariane 5. C'est là qu'il faut faire ses preuves, ça passe ou ça casse. Et pour le coup, ça a cassé. Ouais, à cause d'un bug informatique bien compliqué à base de nombres entiers et de systèmes de guidage inertiel, la fusée elle a juste explosé en vol après seulement 36 secondes. Le bon gros fail à quelques centaines de millions d'euros. Imaginez une seconde, vous avez un cancer et comme traitement, vous devez subir une radiothérapie. On vous met sous une machine qui va vous envoyer juste la dose qu'il faut de radioactivité pour flinguer votre cancer. Dans le papier, ça sonne bien. Enfin, pas la partie cancer, mais la partie traitement, guérison. Maintenant, imaginez que la machine est défectueuse et qu'au lieu de vous envoyer 200 rads, les rads c'est l'ancienne unité pour mesurer la radiation. Bon, et au lieu d'en recevoir 200, vous vous en prenez 20 000 dans la tronche. Ouais, c'est tout de suite moins cool comme système. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Terac 25 à la fin des années 80. 11 de ces machines sont installées dans diverses cliniques des États-Unis. Et en 2 ans, on a recensé au moins 6 accidents de ce type. Tout ça juste à cause d'un bug informatique. En gros, la machine est censée être simple. On vise l'endroit où on veut irradier, on appuie sur un bouton et ça irradie. Sauf qu'à cause de ce bug, à de très rares occasions, le logiciel n'attendait pas la visée pour irradier et balançait ses radiations dès qu'il était allumé. Bien évidemment, ni la machine ni l'opérateur ne s'en rendaient compte. Est-ce que vous imaginez? Le pire, c'est qu'il a fallu 2 ans pour que les gens fassent le lien entre ces morts et la machine. Bon, rassurez-vous quand même, depuis, les machines sont beaucoup plus sûres. Enfin, j'espère. 5 ou 6 morts à cause d'un bug informatique, c'est déjà énorme. Mais le 25 février 91, c'est 28 personnes qui trouveront la mort à cause d'un bug. En 91, on est en pleine première guerre du Golfe. Les Américains, et beaucoup d'autres pays, sont impliqués dans la lutte contre l'Irak de Saddam Hussein. Bon, et vous connaissez les Américains, sur place ils ont des technologies de folie et ils ont notamment des batteries de missiles Patriot. En gros, ce sont des missiles sol-air dont la fonction principale est de repérer un missile ennemi et de l'intercepter avant qu'il arrive sur les positions alliées. Encore une fois, sur le papier, c'est génial, et en pratique, c'est d'ailleurs très efficace. Bon, sauf ce 25 février 91 à Dhahran en Arabie Saoudite. La batterie de missiles Patriot est en fonctionnement depuis plus de 100 heures. Et c'est comme un ordi, si tu l'éteins jamais, au bout d'un moment, il commence à ramer un peu. La batterie de missile, après 100 heures de fonctionnement, il y a des micro-bugs qui apparaissent et elle devient fiable qu'à 1 seconde près. Et je t'assure que vu la vitesse à laquelle va un missile, 1 seconde, tu peux pas vraiment te permettre. Et puis voilà, ce jour-là, un missile irakien a été lancé sur la base alliée. Alors, la batterie l'a bien repéré, mais forcément 1 seconde trop tard. Il n'a pas réussi à l'intercepter. 28 soldats sont morts et plus d'une centaine sont blessés. Le pire dans cette histoire, c'est que le fabricant de la batterie a fourni aux Américains un patch, une update du logiciel qui supprime ce bug. Sauf qu'ils l'ont fourni le 26 février, 24 heures trop tard. Ok, là, j'avoue, j'ai rigolé en faisant mes recherches parce que c'est vraiment un bug ridicule. Bon, je vous résume. En 99, la sonde Mars Climate Orbiter, cet accent de ouf, elle arrive près de Mars après 9 mois de vol. Comme son nom l'indique, cette sonde elle est faite pour étudier le climat et la météo sur Mars. Et pour ça, il faut qu'elle en fasse le tour. Donc tranquille, c'est prévu, une fois proche de Mars, l'ordinateur de bord s'associe au logiciel de contrôle sur Terre, elle s'agrippe sur l'orbite de Mars et puis elle en fait le tour. Sauf que d'un coup, plus de nouvelles. La sonde s'est crashée. Bon déjà, c'est pas cool. Et puis la NASA forcément, elle ouvre une enquête pour savoir la cause du crash, et quand il la découvre, c'est encore moins cool.
Le bug est ridicule. Les ingénieurs qui ont taffé sur le logiciel de la sonde, ils ont décidé que ce logiciel il transmettrait ces données en unités de mesure anglo-saxonnes. Alors que les ingénieurs du logiciel de contrôle sur Terre, eux, ils ont décidé que leur logiciel il transmettrait ces données en unités du système métrique. Voilà, tout simplement. Je te parle en yard, tu me réponds en kilomètres, tu m'étonnes que ça fonctionne moyen. Et c'est là où tu te demandes comment une erreur aussi bête a pu exister dans un projet aussi faramineux. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de la chaîne de Ducky que je ne connaissais absolument pas avant qu'il m'envoie son salut internet. Et franchement, je suis tombé sous le charme de son humour et de son montage. Si vous aimez mes vidéos, il y a de fortes chances que vous allez aimer les siennes. Alors n'hésitez pas, foncez. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez, vous pouvez faire comme lui et m'envoyer votre salut internet. Bon, quant à nous, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter ou Facebook, hein, comme d'habitude depuis le lancement de la chaîne, j'ai envie de dire. Et vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu, mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Et me dites pas que vous n'avez pas pu parce qu'il y a eu un bug. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut internet.